Patrick Moya, bonjour. Bonjour. Votre notoriété a très largement dépassé la ville de Nice, qui est votre ville d'adoption depuis de très longues années. Nous vous croisons aussi très fréquemment en principauté. Vous avez mené de nombreux projets artistiques. Ouais. Mais alors là, vous nous accueillez dans ce très bel atelier avec vue sur le port Hercule. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce nouveau port d'attache monégasque de l'artiste Patrick Moya ? C'est un atelier que j'ai obtenu dans le cadre des résidences d'artistes à Monaco. Donc c'est un projet d'1 an. Et ce projet, j'ai travaillé en partie avec le centre scientifique de Monaco qui est juste au-dessus. Les aquariums sont juste au-dessus. J'ai travaillé pour préparer des fresques pour le centre scientifique. Et du coup, je suis en dessous, mais comme j'ai travaillé pour le centre scientifique avec des images 3D et dans le monde virtuel dans lequel je suis, j'ai fait un projet qui était de transformer cet atelier, qui n'est pas visitable par le grand public, mais d'en faire une copie dans le monde virtuel pour que les gens puissent me rencontrer dans cet atelier virtuellement. Ce qui fait qu'ici, je ne reçois pas de public, mais l'atelier est visitable quasiment à l'identique dans Second Life, dans mon monde virtuel, et on peut m'y rencontrer. Oui, vous avez donc esquissé un début de réponse. Ce projet qui vous amène à Monaco, il est virtuel en quelque sorte. Comment devient-on un artiste virtuel? Comment avez-vous troqué vos pinceaux pour la souris de l'ordinateur? En fait, depuis toujours, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé mes études à la Villa-Arson, comme tous les jeunes artistes, je voulais faire quelque chose de nouveau, je voulais essayer de me différencier, de trouver ce que serait l'art du futur. Et je lisais beaucoup McLuhan, les sociologues aussi, et puis tous les théoriciens de la communication. Et je m'intéressais à la télévision, justement. Et je me disais, j'avais élaboré toute une théorie, en fait, qui était aussi pour choquer mes professeurs. Parce que je disais à mes professeurs, vous ne le savez pas, mais Guy Lux est le plus grand artiste d'art contemporain, Claude François est le plus grand artiste d'art contemporain, et vous l'ignorez. Là, ils n'étaient pas contents. J'avais quelques oppositions. Mais j'avais théorisé ça en disant que quand quelqu'un est devant une caméra de télévision en direct, même s'il est un grand créateur, même s'il a créé, même s'il a pensé ce qu'il allait faire, il devient une créature, il devient un personnage. Et c'est toute cette théorie qui m'a amené à rêver donc, de vivre à l'intérieur de l'œuvre, c'est-à-dire de devenir un personnage à l'intérieur de l'œuvre. Et je n'ai pas pu pendant des années, puisque j'ai créé des mondes virtuels en 3D, mais qui n'étaient pas accessibles. Et le jour où j'ai découvert Second Life, j'ai compris que je pouvais enfin vivre. Second Life, c'est le monde virtuel américain donc, qui permet de créer ce qu'on veut, c'est un espace libre. Mais donc là, nous sommes un virage dans les années 2000, Second Life. Mais pour comprendre, ce sont des heures et des heures de création d'univers parce que moi, j'invite les téléspectateurs à aller dans cet univers virtuel. Il y a tellement de précision, de lieux. Vous avez créé votre propre île, une ville Moya. Combien d'heures de travail y a-t-il derrière tout ça? C'est finalement beaucoup plus long que le travail de peinture ou de création artistique, de sculpture. Ça peut être plus long, mais au début, je travaillais sur les logiciels de 3D avant qu'ils soient accessibles en direct. Et les logiciels de 3D, c'était terrible. J'ai travaillé au tout début sur le MO5, qui était un tout petit ordinateur personnel. Et il fallait une journée entière de codage, on appelait ça le basique, pour faire bouger un triangle. Enfin, évidemment, j'écrivais mon nom. Bon, donc quand j'ai découvert Second Life et que c'était tellement facile de créer un bâtiment, parce que j'ai des hélicoptères, des voitures dans Second Life, alors que je n'ai pas le permis en vrai. Vous avez tout. Mais je les achète à d'autres créateurs qui, eux, se sont embêtés à les créer. Je ne crée pas tout. Je ne crée que les bâtiments qui me concernent, en fait, les reproductions de musées, les reproductions comme l'atelier, ça je le construis. J'ai construit entièrement, pas le port entier, mais j'ai construit le bâtiment. Mais c'est fait à partir de photos, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. Toujours dans cette optique de création virtuelle, c'est la question philosophique de l'entretien. Oui. Est-ce que l'avenir de l'art est virtuel, Patrick Moya? Vous avez 3 heures pour plancher. De toute façon, l'avenir de l'art, je pense qu'un artiste, il doit pas s'enfermer dans un médium en particulier. Il doit essayer d'être universel. Pour moi, c'est le principe de l'artiste, c'est quelqu'un qui doit être universel. Est-ce que cette virtualité aussi se dépeint en toile de fond une quête d'immortalité? Ah oui, c'est le rêve. Et si je mourais, le rêve, ce serait de conserver le cerveau dans un ordinateur pour vivre à travers l'avatar. Et donc que l'avatar puisse vivre à l'intérieur des mondes virtuels et rencontrer des gens qui, eux, sont dans le réel, qui le soir viendraient me dire bonjour. Et ça, c'est le rêve de toute façon. Tout le monde tend vers ça, tous les GAFA, etc., tous les gros groupes aujourd'hui d'informatique cherchent à trouver le moyen de conserver le cerveau dans l'ordinateur pour survivre. Au lieu de survivre à travers un robot, on survivrait uniquement dans
dans les mondes virtuels, dans l'ordinateur. On vivrait dans l'ordinateur. Mais moi, je vis déjà dans l'ordinateur. Le soir, quand je suis chez moi, je vis dans l'ordinateur, en fait. Et puis vous gardez une prise directe avec le terrain parce qu'on on vous voit partout, à Monaco, à Nice, au-delà des frontières. Il y a ces expositions un peu partout à travers le monde. On a parlé du futur. Moi, j'aimerais que l'on revienne un peu sur votre carrière, Patrick Moya. Il y a Dolly que l'on apercevra en toile de fond. Il y a ce petit Patrick Moya. C'est vrai que vous avez une notoriété aujourd'hui très très importante. Est-ce que vous avez été surpris par le phénomène qui a entouré ces petits personnages lorsqu'il y a eu les Dolly Party, on en parlera aussi. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes arrêté, vous vous êtes dit mais c'est incroyable l'engouement qui est autour de mon travail? Bon, l'engouement, je sais pas. C'est une question qui va un peu blesser votre modestie, mais je me permets de vous la poser ça quand même. Ça peut être une illusion aussi, parce qu'on peut aussi arriver dans des pays où personne ne connaît. C'est un peu une illusion. L'art, il y a aussi une part d'illusion, mais ça fait partie de l'art aussi, l'illusion. L'artiste crée une illusion. Et moi, encore plus, parce que j'ai pensé justement cette illusion, j'avais théorisé le fait que l'artiste, petit à petit, allait créer les produits dérivés avant le produit. C'est-à-dire que moi, mon principe, c'est qu'au lieu de prendre, comme beaucoup d'artistes, de prendre Mickey, Marilyn, les super-héros et de les mélanger, de coller tout ça, de faire des œuvres en utilisant le vedettariat des personnages qu'on utilise, en fait, qu'on copie, moi j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire j'ai tenté de rendre célèbres des personnages que j'avais créés moi. Ce qui est beaucoup plus difficile, mais c'est ce qui était drôle, c'était ça. Et pour ça, j'ai fait les mêmes méthodes. C'est-à-dire j'ai créé des produits dérivés. Avant même d'avoir rendu connu le personnage, j'ai déjà créé les petits produits dérivés. Ce qui fait que les produits dérivés donnaient l'illusion que le personnage était déjà connu. C'est toute une démarche différente, mais ça vient aussi de toutes mes études sur la communication, sur la propagande, enfin tout ça. Et l'artiste doit aussi étudier ces choses-là, je pense. Il doit aussi étudier ces façons de faire. Ça n'a pas facilité aussi un peu le contact avec le public parce que c'est vrai que les gens vont très facilement vers vous. Je vous vois notamment très fidèle soutien d'autres artistes. Parfois, les créateurs sont un peu isolés ou posés sur un piédestal. On a le sentiment qu'avec vous, il y a beaucoup d'affection dans le lien qui vous unit au public et aux gens qui admirent votre travail. Oui, c'est parce que je suis un peu narcisse. J'ai toujours été narcisse, en fait. Donc un narcisse, en réalité, il cherche à plaire. Il cherche à toujours plaire aux autres, en fait. C'est peut-être un manque aussi, je ne sais pas, un manque d'affection. Moi, j'étais en pension pendant des années, donc j'ai peut-être un peu souffert aussi une forme d'abandon comme ça. Donc, comme tous les gens qui ont été en pension, je pense qu'il y a ce besoin de plaire, d'être aimé par les autres. En fait. Puis maintenant, c'est trop presque. Et c'est tellement trop que, alors que je suis narcisse et que je voulais que ce soit mon personnage qui soit central, pour faire plaisir, j'ai ajouté l'éléphant, l'âne, le singe, tout, des oiseaux, des trucs. Et maintenant, des fois, mon bonhomme, il est dans un coin, on le voit presque plus. Puis la Dolly, alors elle a pris tellement la vedette qu'elle est tellement mignonne que des fois, on veut la Dolly sans mon bonhomme. Alors je suis obligé de le cacher derrière. Comment est née Dolly? Alors Dolly, c'est spécial. Oui. C'est les soirées électro Dolly Party. Donc dans les années, ça fait 20 ans maintenant, ou 21 ans. Fin des années 90 à peu Oui, près. 97 je crois. Et c'est des gens qui faisaient des grandes soirées dans les boîtes de nuit, ce qu'on appelle les soirées pyramides à Nice, etc., qui ont créé une soirée. C'était l'époque de la Dolly clonée, la brebis clonée. Et donc, comme on disait souvent que les gens se ressemblaient, ils étaient habillés pareil, on les appelait les clones en fait. Entre autres, dans le milieu gay, on disait les gens sont des clones parce qu'ils sont habillés pareil. Et donc, ils ont décidé de rendre gratuit l'entrée à la seconde personne si elle était habillée pareil que l'autre, le même sexe et le même costume. Et donc, c'est devenu la Dolly Party. Et ça a eu tellement de succès que c'est une soirée très très connue. Un jour, on m'a demandé d'y exposer. Donc j'ai exposé la Dolly Party et j'ai créé le personnage de la Dolly, qui au début n'était pas très beau, elle n'était pas si mignonne. Et puis petit à petit, la charte graphique de la Dolly est devenue ce personnage très gentil, avec une petite langue qui tire la langue, un peu coquine, mais gentille. Nous l'apercevons derrière moi, elle est également dans le décor derrière vous. C'est extrêmement rassurant pour ceux qui auraient pu craindre que le virtuel avait pris le pas sur votre travail d'origine. On voit, vous avez toujours effectivement vos pinceaux, vous avez la peinture qui va avec, l'étoile. Vous créez aujourd'hui encore ici même à Monaco. Alors il y a cette patte Moya bien reconnaissable, mais vous évoluez dans cette façon de traiter les personnages que vous affectionnez et les décors. Ah ben, j'améliore.
Parce que c'est vrai qu'au début, le premier bonhomme que j'ai fait, il était horrible. Même la première dolly, elle était affreuse. Cette espèce de mouton. J'avais fait un vrai mouton, mais c'était pas beau du tout. C'était pas agréable, disons. Donc, Et dans le jeu des couleurs, j'ai l'impression que le noir est un peu plus présent actuellement, non? Il y a eu des périodes très très colorées. Oui, mais ça, c'est aussi pour aller plus vite. Parce que des fois, l'artiste, il a des trucs aussi. Donc ça me permet aussi de faire des fresques en direct. En une journée, je fais 6 ou 7 mètres de long sur 2 mètres de haut. À la Dolly Party, je fais, en 1 heure, je fais une toile de 5 mètres. Donc ça permet d'aller très très vite, en fait, de peindre. Si je peins sur fond noir, je peux faire très très vite. C'est des trucs, hein, les artistes, ils ont des trucs aussi. C'est des magiciens. J'aimerais, avant de conclure cet entretien, que l'on revienne sur nos propos liminaires. Vous avez expliqué que le public ne pouvait pas venir visiter cet atelier. Tout le public, tout du moins, parce que je crois qu'il est possible, dans la mesure du raisonnable, d'entrer en contact avec vous et de venir vous rencontrer en chair et en os ici à Monaco. Oui, on peut faire venir des associations, par exemple monégasques, qui... j'ai le contact avec l'AIAP, par exemple, de Monaco, que je connais bien, donc ils sont déjà venus à plusieurs voir l'atelier. Oui, bien sûr, mais c'est plutôt qu'on ne peut pas laisser ouvert l'atelier comme une galerie, non, c'est pas une galerie, voilà, c'est autre chose. Puis moi aussi, ça m'amuse de faire ce lien avec Second Life, parce que sur Second Life, j'ai déjà fait visiter l'atelier à des Japonais, à des Australiens, à des gens du monde entier, en fait, qui sont venus. Le soir, je les amène en voiture, mais alors je rentre à la voiture dans l'atelier. Bon, sans avoir le permis, faut pas le dire, vous avez précisé. Faut pas le dire. Mais je rentre en voiture dans l'atelier, je les amène, parce que c'est plus facile pour moi, parce que j'emmène les gens avec moi, ils n'ont pas à me suivre. Donc on arrive en voiture, on rentre là, la voiture tourne là, voilà, je leur explique un peu, puis on ressort et on va visiter d'autres endroits. Mais il y a déjà il y a beaucoup plus de monde qui est venu virtuellement dans l'atelier qu'en réel, en fait. Eh bien, écoutez, l'invitation est lancée. Qui souhaite faire un tour de voiture virtuel avec Patrick Moya est le bienvenu. Un grand merci, Patrick Moya, pour nous avoir accueillis ici dans cet atelier monégasque. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux reportages et de nouvelles aventures sur Monaco Info. Merci beaucoup. She says, wake up, it's no use pretending. I'll keep stealing, breathing her.